Vous êtes l'une de ces personnes. Vous avez une longue journée d'école derrière vous. Ou était-ce au bureau? À moins que vous ne reveniez de course. Vous voilà enfin rentré. Vous vous détendez. Vous allumez la télévision? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? In this place, people die so we can get mobile phones. Vous avez déjà entendu tout ça. Vous vous sentez à la fois triste et désabusé. Le monde est plus riche que jamais. Et pourtant, il y a apparemment de plus en plus de pauvres. Economies have been on the edge of a financial and economic precipice. Vous vous endormez. Vous allez faire un rêve étrange. Si Jean-François Gobertier a décidé de s'acheter un jet privé, pour la bagatelle de 2 millions d'euros, ce n'est pas vraiment pour le plaisir. On y va? On y monte? Allez. En 20 ans, il a fait le tour de France, jusque dans les coins les plus reculés. Visité plus d'1 millier de terrains pour trouver l'emplacement idéal de ces 130 maisons de retraite. Et pour cela, il lui fallait un outil de déplacement. Comment je peux travailler correctement et comment je peux être efficace dans mon travail? C'était pas le fait d'avoir un jet parce que c'était contre nature pour moi, puisque j'avais excessivement peur en avion. Donc quand j'ai fait ça, je l'ai fait pour le travail, je me suis forcé de le faire. Il a fallu que j'attende une dizaine de vols avant d'être à l'aise dans cet avion. Voilà. Avec un patrimoine estimé à 600 millions d'euros, Jean-François figure parmi les plus grandes fortunes professionnelles de France. Lui et les 5500 emplois qu'il a créés. Si l'avion le laisse indifférent, il raffole des voitures de luxe. Jean-François en possède près de 50 et il nous emmène voir une partie de sa collection. C'est une Porsche qui est sortie à 1000 exemplaires. C'est une voiture exceptionnelle, c'est presque une voiture de course. C'est une Morgane. C'est un médecin qui a voulu la faire carrosser, parce que les Morganes étaient toujours décapotables. Parce que la passion se transforme souvent en business chez cet entrepreneur, il a décidé de louer ses propres voitures à des amateurs. Puis après, 50 voitures à vous tout seul, ça ne servait à rien finalement, c'est ça? ça sert à rien, parce que je roule toujours avec la même, donc je roule tous les jours avec la même. Donc ça sert à rien, c'est vrai. J'ai toujours aimé la voiture, la moto. Le point de départ est là. Et alors après, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'acheter 3 concessions automobiles à un ami qui était en difficulté. Et c'est ça qui m'a fait partir dans l'automobile. Et parmi les 50, c'est cette voiture grise d'une célèbre marque allemande qui a sa préférence. Pour rien vous cacher, c'est une voiture que j'ai eue en 2004, j'ai attendu 4 ans pour l'avoir. Celle-là, vous arrivez à la louer? Je la loue pas celle-ci. C'est celle que je préfère de toutes. Si je dois en garder qu'une, je garderai celle-ci. Pour ce fils d'ouvrier, assumer sa réussite n'a pas forcément été facile. Mais il s'est aujourd'hui affranchi du regard des autres, notamment parce qu'il sait le nombre d'emplois qu'il a créés. Je l'ai vécu très très mal pendant des années et maintenant je m'en fous totalement. Mais attendez, il faut voir ce que j'ai assumé. Il faut voir le nombre de personnes que j'ai embauchées, des copains que j'ai embauchés, il faut voir ce que j'ai assumé. Quand j'ai pris les trucs automobiles, là, c'était un dépôt de bilan. Pendant 4 ans, j'ai assumé les salaires de 30 personnes. Hein. Donc je veux dire, j'aurais pu en faire autre chose de mon argent. Hein. Voilà. Je crois que ces chiffres font rêver. Tout le monde dit que ça rêve. Ça ne me fait pas rêver du tout. Que ce soit 16 millions, 340 millions, je m'en fous totalement. Parce que je vis, tout simplement. Je suis professeur, j'ai donc un salaire relativement misérable. Mais j'en suis heureux, ça m'est égal. 350 millions, mais à quoi vous jouez ? Qu'est-ce qui vous fait bander dans cette affaire? Rien du tout. C'est du vent. C'est du vent. Vous m'emmerdez avec tout ça. Moi, je suis pauvre, je suis fier de l'être. Jean-Christophe Maury. Et je trouve que la pauvreté est une vertu
et que la richesse à ce point est une sorte de parangon de tous les vices. Parce que, elle est immorale pour vous. Mais non, c'est pas immoral. Et c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un vice, hein? L'orgueil, l'avarice, la luxure, etc. Vous connaissez la liste. C'est simplement des acquisitions de chiffres. De plus en plus de femmes, de plus en plus à bouffer, de plus en plus à boire, de plus en plus à acquérir, etc. Toujours plus, etc. Et après? Et après? C'est simplement un délire de la raison, et la sagesse n'est pas là. Et si nous sommes philosophes, Alexandre, nous nous foutons parfaitement de cette affaire. Florence ne se sent pas riche. Elle préfère le terme privilégié. La famille Catiard figure pourtant dans le palmarès des 300 plus grandes fortunes françaises. Et quand on évoque avec elle les problèmes de la société d'aujourd'hui, elle pense avant tout à l'écologie et à la planète. Les inégalités sociales, par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas? Si je réponds honnêtement, oui, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entend. C'est pas à moi d'en parler. Je trouve que ce qui est très difficile, c'est quand effectivement il n'y a pas d'ascenseur social. Mais c'est vrai aussi que il y a peut-être, on peut aussi avoir plus d'espoir, plus de pensées positives et plus de vista intérieure qui vous pousse à vivre à votre maximum. En vraie libérale, Florence préférera toujours la liberté d'entreprendre à l'égalité. Elle considère que les Français ont un problème avec les riches, contrairement aux Américains. Aux États-Unis, les gens se disent, dans quelques semaines, 6 mois, 1 an, c'est moi qui serai riche et qui gagnerai des millions ou des milliards de dollars. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, tout le monde se bat pour ça. Pour moi, c'est très important ce qu'il dit parce que c'est vraiment l'histoire de l'Américain qui voit passer une belle voiture, si par exemple il a une voiture, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut arriver, et qui dit « un jour, je conduirai cette voiture ». Et le Français voit passer la belle voiture et il dit « ah, ces salauds de riches ». Selon Florence, montrer les riches du doigt relève de la démagogie. Plus grave, cela appauvrit le pays, car certains ont déjà fait leur valise. Je comprends parfaitement des amis qui s'en vont. Et nous, on est un bon baromètre. Parce qu'avant, à Genève, à Londres ou à Bruxelles, on retrouvait peu d'amis. On les voyait à Paris. Je vous jure qu'à notre petit niveau, sur les 5-6 dernières années, on voit 50 amis à Bruxelles, autant à Genève, un petit peu moins à Londres. Non, mais pour répondre à la question que vous posiez, est-ce que les riches ont le droit de se plaindre? Ce qui est sûr, c'est qu'ils se plaignent. Voilà. Et moi, depuis que je suis gamin, je les entends se plaindre. Beaucoup. Et c'est pas les seuls, soit. Mais quand ils se plaignent, et moi, pour retomber... on aime tous Marx, la littérature, soit. Mais là, aujourd'hui, je constate que la parole d'un Bernard Arnault pèse beaucoup plus dans le débat politique, social, vous l'appelez comme vous voulez, que toutes les paroles réunies des ouvriers de PSA, de Plisserolles, de toutes les boîtes aujourd'hui qui s'additionnent, de Doux, etc. Toutes les additionnées. Il y a une syndicaliste qui s'est effondrée à la télé hier, de Doux. Voilà. Quel est son poids dans la société? Elle qui représente beaucoup, pas grand-chose. Bernard Arnault fait un vrai faux départ. Puis il dit que finalement il est patriote, qu'il continuera à payer ses impôts ici. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que eux, je suis sûr que les riches, ils relisent Marx, d'ailleurs ils le disent de temps en temps, et eux croient à la lutte de classe. Et eux sont décomplexés sur la question. Et en effet, sont parfaitement internationalistes sur ces questions-là. Et au fond, moi, c'est le premier sujet qui m'a marqué, et c'est au-delà du décalage monstrueux, enfin des sommes. Enfin, je veux dire, François Hollande, à la télé, dimanche soir, il nous a fait transpirer pendant 25 minutes pour nous expliquer qu'il fallait trouver 30 milliards. On était tous là en disant, mais c'est vrai, il faut trouver 30 milliards. On va tous se serrer la ceinture, il faut trouver 30 milliards. Dans le même temps, Bernard Arnault, sa fortune personnelle, la fortune d'un seul, c'est juste pour donner un sens aux choses. C'est 32 milliards. C'est 32 milliards. Donc on est dans cette espèce de société mondialisée, où en effet le capitalisme a muté, mais il y a quand même des bons fondamentaux. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à la phrase de Warren Buffett, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus riche milliardaire de la planète, qui avait dit il y a une guerre de classe qui se mène en ce moment. Et c'est ma classe qui est en train de remporter cette guerre. Trop d'argent, trop vite? Il accepte d'en débattre avec nous. Est-ce que vous avez l'impression
finalement, que tout l'argent que vous avez gagné, vous le méritez? C'est une question très très difficile, très difficile. Dans la société dans laquelle on est, je peux considérer que je le mérite. J'ai pas le bac. J'ai bossé, j'ai commencé à vendre des assurances en porte-à-porte à Sarcelles le soir. Donc j'ai fait mon chemin pour arriver à ça. L'argent que j'ai, je ne l'ai pas pris, je l'ai gagné et j'ai créé de la valeur. J'ai créé de la richesse pour la France. Je crée de la richesse, je crée plus de 1000 emplois. La société paye des impôts, je paye plusieurs millions d'impôts. On me dit, Monsieur Jacquemin, est-ce que vous êtes bien à l'aise d'avoir de l'argent? Où est le problème? Et c'est pour ça qu'il faut avoir... Classé 76e fortune française, Jean-François fait partie des très riches. Et pourtant, comme l'immense majorité des personnes que nous avons rencontrées, il a du mal à assumer ce terme. Ouais. On a l'impression que le mot vous gêne. Oui, parce qu'on ne peut pas le, comment dire, ce terme de riche veut rien dire. Il y a l'aisance, il y a une valeur d'entreprise, une valeur peut-être de patrimoine qui permettent de faire des choses. Mais riche... On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Comment? On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Il n'est pas approprié, voilà, pour moi. À moi, en tout cas. Peut-être à d'autres, mais pas à moi. Et si le riche, c'était toujours l'autre? Personne ne le revendique. Nous avons donc cherché la réponse du côté des statistiques. À partir de combien est-on riche? Ce qu'on constate sur cette courbe, c'est que vous avez ici jusqu'à 3 000 euros par mois. 80% de la population gagne moins que 3 000 euros par mois. Au Crédoc, on considère qu'au-delà de 3 000 euros par mois, on fait partie donc des 20% de la population les plus aisés. Et 7 000 euros par mois, c'est la porte d'entrée des 1% des Français les plus riches. Quand on regarde à 7 000 euros à partir par mois, de là, il ne reste plus que les revenus s'envolent. Si vous prenez le chanteur le mieux payé l'année dernière, par exemple, lui, il ne rentre pas du tout dans le graphique, il serait dans le couloir. Si on regarde ce qui se passe pour le patron du CAC 40 le mieux payé l'an dernier, lui, il n'est pas dans le couloir, il est dans l'immeuble d'à côté. Et en 2008, il y a eu un trader qui a gagné 3 milliards d'euros. Et alors lui, si on voulait dessiner sa place sur le graphique, il faudrait prolonger le graphique et aller de Paris jusqu'à Marseille. On pourrait pointer son niveau au niveau de Marseille. Thierry Pêche est rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Il s'est intéressé aux ultra-riches, ceux qui sortent du graphique, les 0,01% des Français les plus aisés. Et depuis 10 ans, les revenus de cette catégorie ont explosé. Entre 2004 et 2007, l'ensemble des Français ont connu une augmentation de leur pouvoir d'achat d'à peu près 9%. Dans le même temps, tout en haut de la distribution, chez les très riches, cette augmentation a été de 40%. Donc les écarts sont en train de se creuser très considérablement. Maurice Lévy, patron de Publicis, est garant de la bonne conduite des patrons français. Il y a quelques mois, c'est lui qui a lancé un appel aux riches. Mais en 2010, en pleine période de crise, la rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté de 34%. Élise Le Guevel d'Envoyé spécial. Oui. Est-ce que 3,6 millions d'euros, ça vous semble socialement acceptable en ces périodes? Je ne sais pas, la société dit ce qu'elle veut là-dessus. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je veux bien aussi que vous regardiez un peu ce qu'était Publicis en 1995 et Publicis aujourd'hui. Que vous regardiez, par exemple, le nombre d'emplois. Combien nous étions, combien nous sommes aujourd'hui. Combien d'emplois vous avez créé? Mais vous pouvez regarder les chiffres, puisque vous êtes du journaliste avéré et que vous êtes quelqu'un qui va s'intéresser à ça. Vous n'allez pas vous arrêter à l'écume des jours. Vous avez raison. Donc vous allez faire ce travail. Vous avez peut-être une petite idée, c'était pas du tout pour... très précise, parce que je connais mes chiffres. Donc je vais vous laisser le soin de faire un travail de journaliste. Ça me fera très plaisir. Son entreprise a aujourd'hui créé 54 000 emplois. Mais il y a un autre chiffre que Maurice Lévy a omis de nous donner. 16 millions d'euros. C'est le montant du bonus des 4 dernières années qu'il va recevoir en 2012, en plus de sa rémunération. L'un des plus gros chèques jamais versés à un dirigeant. La pauvreté est très différente de ce qu'elle était autrefois. Il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté serait facilement évitable.
La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Il ne serait pas bien difficile de réorganiser le monde pour qu'ils aient 5% du PIB mondial, par exemple. Leur sort en serait déjà grandement amélioré. Cela permettrait d'éliminer la pauvreté absolue.